président Trump fait marche arrière. Il renonce à son projet de taxe de 20% sur les navires passant par le détroit d'Ormuz. À la place, il affirme vouloir privilégier les investissements et les contrats commerciaux avec les États du Golfe. Trump a détruit toute la légitimité, la crédibilité dont les États-Unis peuvent se prévaloir. Il a détruit l'image de l'Amérique sur la scène internationale. Pendant ce temps, Trump, qui affirmait encore hier que le détroit était totalement libre, ouvert et que l'Iran ne disposait plus de marine, a vu aujourd'hui 3 pétroliers attaqués près du détroit d'Ormuz. Les 3 navires ont été touchés dans les eaux omanaises à proximité du détroit, certains par des missiles de croisière attribués à l'Iran. Depuis des mois, le président Trump tente de contraindre l'Iran à rouvrir totalement le détroit d'Ormuz. Il mène des frappes, impose un blocus naval, des négociations, menace de détruire l'Iran. Mais aucune de ces méthodes n'a permis d'obtenir une réouverture complète du détroit. Trump affirme aujourd'hui que le pétrole circule normalement et que le passage est libre, alors qu'aucun navire ne traverse sans l'autorisation de l'Iran. Le président Trump est-il conscient que l'Iran se prépare à ce type de conflit asymétrique depuis des décennies? L'Iran est en train de démontrer à Trump pourquoi aucun président américain depuis Ronald Reagan n'a choisi de s'engager dans un conflit de cette ampleur avec Téhéran. A-t-il oublié que les gardiens de la révolution disposent de capacités leur permettant de perturber gravement le trafic maritime dans les 2 détroits, de s'en prendre aux câbles sous-marins et de cibler des intérêts américains bien au-delà de la région? Les amis, les Iraniens ont réussi à faire plier Trump en tirant sur tout ce qui bouge dans le détroit d'Ormuz. Ils ont même menacé de reprendre les bombardements contre Israël. Je vous dis tout, nous sommes le mardi 14 juillet, il est 19h. Un pétrolier norvégien pulvérisé au large des côtes d'Oman et la salle des moteurs ravagée par le feu. 2 pétroliers qataris touchés dans le détroit d'Ormuz. Le Bahreïn a été visé par plusieurs tirs et de fortes explosions ont été entendues à la capitale Manama. Le Koweït fait face en ce moment même à une série d'attaques. L'armée iranienne a fait savoir qu'elle pourrait aller un peu plus loin et envoyer quelques missiles sur Tel Aviv. Résultat, Trump a retiré son projet de gestion du détroit d'Ormuz 24 heures après avoir annoncé l'instauration de 20% sur le fret maritime dans ce passage. Mais les Iraniens ne s'arrêtent pas là. 200 députés sont aujourd'hui favorables à la poursuite de la guerre et à l'annulation de l'accord conclu avec Washington. C'est ici que tout corse. Lorsqu'on a vu le MOU signé par Donald Trump à Versailles, cet article 5 a tout de suite posé problème, notamment aux pays du Golfe, qui ont dit, mais dans cet article, vous ne réalisez pas que, implicitement, vous donnez les clés aux Iraniens, parce que les Iraniens savent jouer sur les mots. Et Donald Trump était si pressé de parvenir à un accord qu'il a signé avec un texte très flou sur le paragraphe 5, qui dit que, eh bien, le détroit doit être sécurisé par les Iraniens, et les Iraniens l'ont compris sous un autre terme, contrôlé. Et c'est tout le problème. Et alors, toutes les les phrases chocs, les punchlines et les excès de langage auxquels ça donne Donald Trump n'y changeront rien. Et c'est ça qu'il réalise aujourd'hui. Alors là, on touche au vrai problème. Et Donald Trump ne peut que s'en vouloir à lui-même pour son amateurisme et la mauvaise interprétation du protocole d'accord soumis de la partie iranienne. Donc, l'Iran a été qualifié une fois par Donald Trump comme étant des habiles négociateurs et Donald Trump n'a pas pris le soin, sous la précipitation, parce qu'il cherchait un succès politique, de bien ébaucher le texte soumis par les Iraniens. Et tout de suite, il a posé la signature, validé. Aujourd'hui, il ne peut que s'en vouloir à lui-même. D'ailleurs, qui s'est dit, mesdames et messieurs, que Donald Trump a de la peine à écouter les conseillers. Et en plus, ce qu'il a désigné comme négociateur sur ce dossier, mesdames et messieurs, laisse à désirer. Leur expérience est presque piètre. Alors vous comprenez pourquoi Donald Trump, une fois s'étant rendu compte qu'il s'est fait rouler dans la farine, est obligé de rompre encore pour une fois de façon unilatérale le cessez-le-feu ou alors les accords en cours pour repartir sur le terrain des hostilités. Ici, on ne peut pas reprocher à une personne d'être un amateur sur le terrain politique, mais on peut au moins lui reprocher d'éviter et de refuser de s'entourer
des experts dans le domaine. Et c'est ce qui se passe avec Donald Trump. Encore plus qu'il a passé le temps à traiter les Iraniens d'illettrés, de personnes qui ne vont pas à l'école, oubliant qu'à ce jour, l'Iran produirait plus d'ingénieurs et de techniciens qualifiés plus que les États-Unis réunis. Donc, regardant cet Iran dont il qualifie d'être encore à l'âge de la pierre taillée, il s'est tiré une balle dans le pied et aujourd'hui, il ne peut que tirer les conséquences. Rebondissement, popcorn, Trump change d'objectif. Détendre nous, ça ne va pas. Non, on va voir ailleurs. Peut-être que là, on va gagner. Bon, on suit. Ils vont gagner ou pas? Nouvel objectif fixé par Donald Trump et cette fois, on va quitter un peu le détroit. Oui, il évoque le programme nucléaire iranien et cite une installation en particulier, la montagne de la Pioche, vous allez l'entendre, désormais placée tout en haut de la liste des cibles à atteindre. Alors quel est ce site? Eh bien il s'agit de la toute dernière installation nucléaire de Téhéran, un bunker souterrain découvert il y a 4 ans, situé au sud de la capitale, juste à côté du site de Natanz. Tunnel fortifié, creusé dans la roche, il dépasse de près de 1000 mètres la montagne qui abritait les centrifugeuses à Fordo, et ces salles d'enrichissement seraient encore plus profondes, inatteignables dit-on, sauf que contrairement aux 3 autres sites principaux, Ispahan, Fordo, Natanz, cette montagne de la Pioche n'a jamais été bombardée par les Américains. De fait, pendant des mois, voire des années, beaucoup ont considéré que ce site était beaucoup moins abouti, beaucoup moins dangereux que les autres. Alors pourquoi ce retournement? Eh bien parce que les toutes dernières images satellites montrent une accélération du chantier. Les routes ont été bétonnées, les entrées bouchées, comblées, scellées. C'est sans doute ce qui a poussé Donald Trump à revoir ses plans. Et puis l'autre but qui reste en vigueur, celui-ci est politique. Le souhait d'un changement de régime. Donald Trump affiche une grande détermination, mais on ne comprend pas très bien comment il viendrait à bout de cet objectif. En fait, c'est comme passer le bac. Si je me rappelle bien, ça fait un bac, j'ai passé le bac. Il y a 3 ou 4 exercices. Tu commences par exercice numéro 1. C'est compliqué, c'est dur, tu es perdu. Tu laisses de côté. Tu passes à l'exercice numéro 2. Ah, est-ce que je vais m'en sortir? C'est pas bien, je vais sortir de la salle pour appeler mes parents pour dire j'ai échoué. Là, je parle plutôt de l'épreuve de mathématiques, parce que moi, j'étais plutôt scientifique. L'épreuve de mathématiques avec les probabilités, LN, tout ça. Tu échoues. En fait, tu galères, tu passes de exercice 1 à 4, tu n'y arrives pas, tu reviens encore en arrière, tu essaies. Ah, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Sinon, la colline de la Pioche, elle est là depuis 4 ans, on le sait. Enfin, l'AIEA n'a jamais visité, mais on le sait. Pourquoi d'un coup? Ah, donc ils ne savent même pas où sont les kilos d'uranium en fait. Ils ont parlé de Isfahan, Fordo, Natanz, tout ça. Ils savent pas. Ils bombardent, ils disent qu'on a écrasé. Non, finalement, non, on va y retourner. Et puis maintenant, c'est colline de la Pioche. Colline de la Pioche, comme le nom l'indique, c'est en montagne. C'est pas si c'est montagne ou colline, c'est en montagne. Donc, tes B2 là, ça ne pourra rien faire. Si t'en as encore, autre point, B2, il en avait qu'une vingtaine. Il a lancé 14 en 2025. Là, il lui reste 6, 7, une dizaine. Ça va jamais casser la colline de la Pioche et puis faire quoi que ce soit. Il faudra aller sur place. Faire une opération au sol avec des milliers de soldats américains. Donc, il faut assumer de perdre des hommes. Et le résultat n'est pas garanti. Et l'Arabie Saoudite en guerre ouverte à cause de cet avion. Nous sommes le 13 juillet. L'Iran a prêté un avion aux Houthis du Yémen et l'Arabie Saoudite a essayé de le liquider. C'est honteux de la part des Saoudiens. Il y avait les funérailles de Ali Khamenei, l'ayatollah iranien, qui avaient lieu à Téhéran. Et donc vous avez une délégation qui est partie du Yémen jusqu'en Iran. Au retour, ils ont un avion de Air Mahan, une compagnie aérienne iranienne, pour pouvoir rentrer chez eux. Et les Saoudiens essayent d'utiliser cette occasion pour les liquider. Voilà ce que font les gentils Saoudiens avec le matériel militaire français, disons-le, directement sur l'aéroport international du Yémen, à Sanaa. Et ils ont essayé de détruire les pistes de telle manière à empêcher l'atterrissage. Heureusement, les Iraniens ont une autre idée. Ils devaient initialement se poser à Sanaa, la capitale. Finalement, l'avion a été dévié vers la ville de Al-Hodeïda de telle manière à éviter les frappes saoudiennes. Et il faut quand même se poser une question. Depuis quand l'Arabie Saoudite se permet-elle de gérer l'espace aérien du Yémen? De leur côté, les Yéménites ont été très clairs. Il y avait une phase d'accalmie, notamment du fait que les Saoudiens avaient aidé à virer les Émiratis du Yémen. C'est fini, mes amis. Et donc, les Houthis ont décidé de frapper l'Arabie Saoudite. On verra ce que ça donne dans les prochains temps. En tout cas, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est terminé. Bon courage à ceux qui vont survivre. Les États-Unis sont désormais pleinement engagés dans la guerre. Washington frappe directement le territoire iranien, vise des installations militaires, des infrastructures stratégiques et des positions liées aux gardiens de la révolution. Bandar Abbas, Boucher, Machar, les îles du Golfe, des cibles choisies, disent clairement l'objectif américain. Il ne s'agit plus seulement de protéger Israël, il s'agit de réduire la capacité de l'Iran
à menacer les bases américaines, les routes maritimes et surtout le détroit d'Ormuz. La position de Washington est désormais assumée. Les frappes continueront tant que l'Iran menacera les intérêts américains et la liberté de navigation. Téhéran, de son côté, refuse de céder. Le régime iranien dénonce une agression américaine et promet de répondre à chaque attaque. Sa stratégie consiste à élargir la pression, frappe contre des installations américaines dans le Golfe, menace contre Bahreïn, la Jordanie, les navires commerciaux et les alliés régionaux de Washington. Le cœur de cette guerre se déplace donc vers le Golfe. C'est là que se trouve désormais le principal danger, car toucher Bahreïn, menacer les Émirats ou bien perturber le détroit d'Ormuz, c'est prendre le risque d'entraîner l'ensemble de la région dans le conflit. La presse américaine s'interroge déjà sur le risque d'enlisement. Les médias iraniens parlent de résistance, de souveraineté. Dans les Émirats, l'inquiétude est économique autant que militaire. La sécurité des ports, la protection des infrastructures pétrolières, circulation des navires et envolée des prix de l'énergie. La question n'est donc plus de savoir si la guerre s'est régionalisée, elle est déjà. La vraie question est désormais de savoir jusqu'où Washington est prêt à aller, jusqu'où l'Iran est prêt à répondre et combien de pays du Golfe pourront encore rester à l'écart. Nous sommes peut-être en train d'assister non plus au dernier jour d'une escalade contrôlée, mais au premier chapitre d'une guerre régionale de grande ampleur. Du côté de l'Iran, en ce 14 juillet 2026, il y a que les vraies paroles commencent à apparaître. Ce qu'on redoutait le plus commence à sortir des voix les plus autorisées en Iran. C'est un député iranien qui réclame désormais la bombe nucléaire. Et quand un député fait la réclamation, il demande la bombe nucléaire, ça ne se limite pas à une simple déclaration. Ça veut dire que le député va engager des initiatives visant à mettre en place un projet de loi visant à modifier la doctrine nucléaire iranienne et à autoriser l'Iran à se doter de l'arme nucléaire. C'est ce que cela veut dire. Depuis déjà plusieurs jours, les Iraniens ont commencé à parler de se doter de l'arme nucléaire. Au sein de du Parlement iranien, ils ont commencé à parler de cela sans repos. Il faut se doter de l'arme nucléaire. Et surtout que le Conseil de sécurité de Russie, à travers son vice-président Dmitry Medvedev, avait prévenu l'Iran en leur disant la seule chose qui fait peur à Washington, c'est la bombe nucléaire. Mais si l'Iran avait la bombe nucléaire, tout ce que Washington est en train de faire aujourd'hui, que ce soit sur Hormuz ou je ne sais quoi, mais Washington n'allait pas le faire. Quelle que soit leur détermination, ils ne peuvent pas oser aller le faire en Corée du Nord. Or, le monsieur en Corée du Nord, on l'a interdit de se doter du nucléaire. Il a outrepassé, il s'est doté du nucléaire, on l'a sanctionné. Mais personne n'est jamais allé le bombarder. Pourquoi? Parce qu'il a la chose dont les gars de Washington ont le plus peur, dont les Occidentaux ont le plus peur. Au fait, la vérité, c'est que à force de continuer d'avoir peur d'obtenir la chose, pour éviter d'être frappé, on se fait frapper. Et puis on perd parce qu'on n'a même pas la chose encore. C'est dans cela que l'Iran est en train de vivre. C'est pourquoi ce député a pris la parole. Donc, selon l'information, c'est pour la première fois depuis le début de cette nouvelle escalade, un membre de la Commission sécurité nationale du Parlement iranien affirme publiquement que le moment est venu pour l'Iran de construire la bombe nucléaire. Attention, ce n'est pas n'importe quel député. Oui, c'est un député qui est membre de la Commission de sécurité nationale du Parlement. Nous parlons de la Commission de sécurité nationale du Parlement iranien. Cette commission qui est chargée de toutes les questions sécuritaires. Et le Parlement iranien représente le peuple iranien. Ce qui signifie que si un membre de cette commission fait le constat, ça veut dire que la commission commence à réfléchir là-dessus. La commission pourra sortir un projet de loi allant dans ce sens. Ce qui nous rapproche petit à petit de la bombe nucléaire iranienne. Alors, selon lui, son pays a déjà payé le prix des sanctions, des frappes et des confrontations avec Washington. Pourtant, officiellement, l'Iran continue d'affirmer qu'il ne cherche pas à fabriquer l'arme nucléaire. Et l'Iran n'a pas l'arme nucléaire. Mais ce que le député dit, il a raison.
Si l'Iran se dote de l'arme nucléaire, les sanctions que l'Iran va subir, les frappes et les confrontations que l'Iran va subir, ce sont ces mêmes frappes, ces mêmes sanctions que l'Iran est en train de subir sans obtenir le nucléaire. Au contraire, lorsque l'Iran se dote du nucléaire, ça va apaiser un peu, calmer un peu les esprits. Parce que là, Washington sait que à tout moment, l'Iran peut lancer son nucléaire sur son territoire. La bombe nucléaire, ça va à des distances inimaginables. Washington a le plus peur du nucléaire que de tout au monde. C'est pourquoi Washington se bat pour ne pas que l'Iran se dote du nucléaire. Donc le député, il a raison, hein. Moi je rejoins ce député. Je ne connais pas pour vous, mais je rejoins ce député. Alors, cette déclaration, est-ce que c'est un simple avis personnel ou bien c'est le signe d'un débat beaucoup plus profond qui est en train de s'ouvrir à Téhéran? Et quelles pourraient être les conséquences si l'Iran abandonnait réellement sa doctrine nucléaire actuelle? Il faut être précis, hein, c'est l'Iran qui s'est auto-limité dans l'obtention du nucléaire. Hein. C'est sa doctrine. Alors, pourquoi des responsables iraniens parlent désormais ouvertement de la bombe nucléaire? Le premier élément de réponse, c'est que les frappes américaines renforcent les partisans de la dissuasion nucléaire. Vous savez, une partie de la classe politique iranienne estime que les attaques américaines prouvent qu'une seule arme nucléaire pourrait empêcher de nouvelles interventions militaires. Et ça, c'est vrai. Dès lors que l'Iran annonce tester une seule arme nucléaire et dire que c'est bon, on a déjà une tête d'ogive, ça va calmer les ardeurs. Donald Trump, qui est très agité, va se reposer. Il va arrêter. De gré ou de force. C'est la seule chose qui peut le faire arrêter. Donc, le débat politique évolue au sein des institutions iraniennes. Même si cette déclaration n'engage pas officiellement le gouvernement, mais ça montre que l'idée d'un changement de doctrine est désormais discutée publiquement par des responsables proches des questions de sécurité nationale, ou du moins des responsables qui sont vraiment imbibés, engagés corps et âme dans les questions de sécurité nationale du côté de l'Iran. Et surtout, ça se discute où? Au Parlement iranien. Ça doit dire quelque chose à Donald Trump. Cette réclamation de ces députés ne s'inscrit pas dans le registre de la simple dissuasion. Parce que l'Iran ne connaît pas la dissuasion. L'Iran annonce ce qu'il a l'intention de faire. Donc, tôt ou tard, la commission sécurité va produire un projet de loi allant dans ce sens. Alors, mais de l'autre côté, l'Iran maintient officiellement sa position tout en laissant le débat s'élargir. L'Iran continue d'affirmer que son programme nucléaire est civil, mais les déclarations montrent que la pression militaire américaine est en train de nourrir le débat, qui était beaucoup plus discret auparavant. Auparavant, c'était pas public. Personne n'osait en parler publiquement. Mais l'Iran dit que oui, son programme est toujours civil. Mais pendant ce temps, l'Iran ne sanctionne pas, ne condamne pas, ou en tout cas ne prend pas de position négative vis-à-vis de ceux qui encouragent le débat à aller vers le nucléaire. La dernière question qui se pose alors, c'est est-ce qu'un changement de doctrine nucléaire du côté de l'Iran va bouleverser l'équilibre au Moyen-Orient? À première vue, la réponse est oui. Parce que les États-Unis et Israël considèrent une telle évolution comme une ligne rouge. Si l'Iran se dote du nucléaire, mais dans un premier temps, les Américains vont chercher à anéantir. Donc ça va être un embrasement régional avant que l'Amérique ne se repose. Mais cela dépendra du nombre de têtes nucléaires que l'Iran va disposer. Si l'Iran dispose de beaucoup de têtes nucléaires, l'Amérique n'osera même pas lever le petit doigt. Ils vont plutôt chercher à négocier, comme ils sont en train de le faire avec Pyongyang, avec Kim Jong-un. Donc, les négociations qui ont été menées par Oman vont devenir beaucoup plus difficiles pour parvenir à un accord de paix. Voilà, puisque le futur accord de paix qui a été jeté devrait normalement aboutir au renforcement de la doctrine nucléaire iranienne qui consiste à ne jamais faire recours à la bombe nucléaire. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité.
Le Yémen a frappé l'Arabie Saoudite et Donald Trump prépare une invasion américaine en Iran. Les forces armées yéménites affirment avoir lancé plusieurs missiles balistiques et de drones contre l'aéroport de Dabba en Arabie Saoudite. Bien évidemment, en réponse aux frappes saoudiennes contre le Yémen. Le porte-parole Yahya Sarri affirme que l'opération a atteint ses objectifs. Les vidéos diffusées dans les réseaux montrent les dégâts signalés à l'aéroport de Dabba. Mais les Houthis vont encore plus loin en imposant un blocus aérien à l'État saoudien tant que le blocus de l'aéroport international de Sanaa ne sera pas levé. Donald Trump qui a officiellement informé le Congrès de la reprise des opérations militaires contre l'Iran. Et il annonce également le retour du blocus maritime contre les ports iraniens. Et il affirme que les États-Unis vont mener de nouvelles frappes contre une installation nucléaire iranienne. Les Émirats Arabes Unis qui confirment que 2 pétroliers émiratis ont été endommagés dans le détroit d'Ormuz et qu'une personne a été décédée. Probablement des missiles iraniens contre des navires escortés par les États-Unis. L'Iran qui affirme que la deuxième phase de l'opération a permis de détruire un système de défense aérienne Patriot ainsi qu'un système CERAM utilisé par les forces américaines. Et parallèlement, plusieurs bombardements américains ont été signalés dans différentes régions de l'Iran. Je vous l'avais dit, si cet accord n'était que du leurre, Donald Trump se fait du beurre avec la guerre, l'argent de la guerre. Oui, au-delà du coût d'achat des drones ou des fabrications de drones, Donald Trump se sucre derrière ce conflit. Il se sucre derrière les guerres. Lui et sa famille, ils se font du beurre pendant cette guerre. Sauf qu'en face, l'Iran savait pertinemment ce qui allait en découdre parce qu'il est tellement prévisible, ce Donald Trump. Il est tellement transparent qu'il était presque prévisible de savoir qu'il n'aurait pas pu abandonner ou arrêter de faire la guerre en Iran. Et même si jamais ils font une pause, sachez qu'il va la déclencher la guerre ailleurs, dans d'autres pays. C'est comme ça. Ils se font de l'argent derrière les guerres. C'est la même chose qui se passe avec l'Ukraine et la Russie. Lorsqu'Emmanuel Macron décide de financer l'Ukraine pour bombarder la Russie, c'est parce qu'en retour, ils savent qu'ils profitent des richesses de l'Ukraine pendant cette instabilité. Il y a du beurre derrière les guerres. Et c'est la raison pour laquelle les hommes politiques nourrissent les guerres, parce qu'ils se sucrent derrière en créant des conflits. Nous sommes les victimes de guerre pendant que d'autres se sucrent et se font du beurre. On partage, on like, on se fidélise à la chaîne pour nos prochaines vidéos. Merci et à très bientôt. Ils disent que l'Iran n'est pas un pays nucléaire, mais ils savent que l'Iran est un pays décisif qui accomplit toujours ses promesses. Les dirigeants iraniens ont promis, après que le peuple a réclamé vengeance, de venger jusqu'au dernier martyr, de venger leur guide suprême. Bientôt, les États-Unis et ses supplétifs vont regretter amèrement cette campagne contre l'Iran. Des centaines de frappes lancées par l'Iran sur le Koweït et Bahreïn. Mes amis, ces 2 pays du Golfe sont en train de payer très cher leur alliance avec Washington. Et oui mes amis, le 14 juillet, aujourd'hui même, il y a à peine une demi-heure, plus d'une trentaine de frappes ont été lancées par l'Iran, notamment sur le Bahreïn. Et pourquoi? Parce que ces pays sont des soutiens des États-Unis. Et n'oublions pas qu'encore une fois, ce sont les Américains qui ont commencé parce que, par exemple, les États-Unis ont frappé l'île de Kish. Et qu'est-ce qu'ils ont frappé sur l'île de Kish qui se trouve ici? Eh bien, l'électricité et l'eau, de telle manière à s'en prendre aux populations civiles. Les Iraniens, eux, au moins, frappent des cibles militaires. On en a encore un exemple ce matin, lorsque l'Iran a frappé la base du roi Faisal en Jordanie, une base américaine qui est très largement aujourd'hui une des pointes avancées de l'Occident. Et vous me direz, mais pourquoi frapper le Bahreïn? Eh bien, parce que c'est au Bahreïn que se trouve la 5e flotte américaine. Mes amis, elle est stationnée là-bas et c'est donc normal que l'Iran, qui vise uniquement des cibles militaires, s'en prennent au Bahreïn, qui est un pays très largement soumis à Washington. Bon courage à ceux qui vont survivre. Il y a quelque chose qui me choque actuellement dans les nouveaux bombardements entre Iraniens et Américains. Suivez, ils vont poser la question, ensuite on va en parler. Moi, j'en reviens pas. Comment font-ils, comment est-ce imaginable que les États-Unis d'Amérique, le Koweït, c'est pas immense, n'arrivent pas à défendre le ciel de leur allié? C'est ce qui se passe en ce moment sous nos yeux. Alors, le problème, c'est que les missiles, les rares missiles américains qui restent des patriotes, sont répartis sur énormément de cibles. Et finalement, sur des points particuliers comme le Qatar, comme Bahreïn, comme le Koweït, finalement, s'il y a un tir de saturation dans lequel ils vont envoyer plus d'une vingtaine, une trentaine de missiles en même temps, et bien une fois que tous les intercepteurs américains ont été tirés, et quand je dis américains, c'est même les systèmes qui sont en possession de ces pays-là, le temps de les recharger, eh bien vous avez des missiles qui vont continuer à passer. Et c'est ça la difficulté, c'est la capacité de saturation iranienne. Je rappelle qu'on estime qu'il restait 3000 missiles balistiques à moyenne et longue portée en Iran. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'ils sont capables d'intercepter
90-95% des premiers missiles qui vont arriver, eh bien, s'il y en a trop qui arrivent en même temps, derrière, ça va continuer à passer. Et c'est ce que les Iraniens ont fait depuis le début. Aujourd'hui, les Américains sont bloqués parce qu'ils n'ont pas la possibilité de protéger correctement les alliés qui aujourd'hui se font attaquer à nouveau. C'est une humiliation terrible pour les Américains. Quand on est protecteur, tous ces pays sont faits des protectorats. Ils payent un maximum d'argent, ils arrosent dans tous les sens pour être protégés. Et là, ils ne sont pas protégés. C'est tellement choquant que même l'analyse du gamer, du joueur de jeux vidéo, en fait, je suis d'accord avec. En fait, pendant le cessez-le-feu, je me suis dit, on a vu plein d'images et tout, les Américains qui se ravitaillaient et tout, qui amenaient des renforts, les armes et tout, en sol-air pour protéger leurs protégés. En fait, tu te rends compte que rien du tout. Ils ont tout emmené, ils ont tout envoyé pour protéger que Israël, mais le reste. Je me suis dit, le jour, la guerre va reprendre, peut-être il faudra des semaines et des semaines à l'Iran pour pouvoir atteindre des cibles dans les pays du Golfe. En fait, même pas du tout. Ces petits bombardements, c'est des bombardonnettes là, actuellement, ils arrivent à avoir surtout le Koweït, qui n'a pas compris. Arabie Saoudite, ils ont compris. Les Émirats Arabes Unis, ils ont compris. Ils ont demandé aux Américains de ne plus bombarder l'Iran depuis leur sol. Du coup, l'Iran ne les bombarde pas. C'est au Koweït. Et donc, là, dès que les missiles arrivent au Koweït, ça fait impact tout de suite. Ça veut dire que pendant le cessez-le-feu, les Américains, ils n'ont rien fait du tout. Non, mais en fait, ça me choque. Ils n'ont rien préparé. Il n'y a pas de missiles sol-air. Il n'y a pas de missiles pour protéger leurs partenaires. Ça passe tout de suite. Ça passe tout de suite. Comment c'est possible? En fait, je réfléchis, j'arrive pas à comprendre. Du coup, là, les Iraniens, eux, ils en profitent. Et les Koweïtis, ils vont regretter leur décision. Ils ont même, je crois, hier ou avant-hier, envoyé des missiles par leur propre décision en Iran. Mais ils vont payer le prix cher. Parce que les cibles que les Iraniens peuvent viser, c'est plus maintenant divers. C'est pas diversifié. Ils ne peuvent plus bombarder les Émirats Arabes Unis. Ils ne peuvent plus bombarder l'Arabie Saoudite. Il y a tout maintenant qui est concentré sur le Koweït. Il y a aussi un peu Bahreïn. Et ils n'ont pas de protection. Les Américains sont censés les protéger. La plus grande puissance au monde. Ils n'y arrivent pas. Malgré le cessez-le-feu. Rien n'a été préparé. Je radote. Parce que je comprends rien. Hein? Ceux qui ont lancé l'invitation de cette guerre à l'Iran savent très bien que cette information n'est pas du bluff. L'Iran a mis 1000 missiles en état d'alerte maximale. Comme Donald Trump a dit que 1000 missiles sont pointés vers l'Iran, l'Iran a désormais la tactique de la réciprocité. Donc, s'ils veulent bien savoir si cette information est sérieuse, ils n'ont qu'à lancer les hostilités. Plusieurs analystes occidentaux, plusieurs journalistes occidentaux eux-mêmes sont presque tous unanimes sur le fait que les attaques massives américaines contre l'Iran manquent de stratégie. C'est sur ça qu'ils sont d'accord. L'Amérique frappe beaucoup l'Iran, plusieurs cibles, mais au fond, il y a un manque criard de stratégie. Ce qui fait que les résultats souhaités ne sont pas là. Lorsque vous voyez des journalistes occidentaux qui soutiennent le camp occidental dénoncer un manque de stratégie du côté de l'armée américaine, c'est parce que ça ne va vraiment pas. C'est une manière d'alerter l'armée américaine et dire à l'armée américaine, arrêtez de vous tromper vous-même. Sinon, vous savez, dans la rhétorique des médias occidentaux, c'est toujours de soutenir les États-Unis, même lorsqu'ils n'ont pas raison. Mais le degré est tellement élevé, les conséquences sont tellement visibles et palpables que les journalistes aussi, c'est leur manière à eux d'aider l'armée américaine. Pourtant, eux-mêmes ne sont pas spécialistes militaires, mais ils comprennent les erreurs de l'armée américaine, la défaillance. Qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis frappent et frappent encore l'Iran. Plus de 80 cibles lors d'une première vague récente, environ 90 cibles lors d'une autre, et pas plus tard qu'hier nuit, je voulais dire, 140 cibles. Donc, près de 300 cibles iraniennes ont été touchées. Et l'annonce a été faite. 140 cibles en une seule journée. L'annonce a été faite par le CENTCOM.
Mais, lors des frappes, Washington vise des radars, des systèmes de défense aérienne, des capacités de missiles, des drones et des infrastructures navales. Le CENTCOM présente même ces opérations comme une réponse aux attaques iraniennes. Mais malgré cette accumulation de frappes, les affrontements se poursuivent et l'Iran élargit les ripostes contre les sites liés aux forces américaines dans le Golfe. Ce que j'ai toujours dit ici, c'est sur cela que les journalistes occidentaux sont en train de revenir. L'Amérique frappe massivement plusieurs cibles visées. Tu entends, on a détruit les capacités de lancement des missiles iraniens. On a détruit telle plateforme. Mais dès qu'ils finissent l'annonce, l'Iran reprend les frappes de la plus belle des manières. Et ça crée le tohu-bohu dans les États alliés de Washington. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est pourquoi les journalistes occidentaux, les analystes occidentaux disent que l'armée américaine, dans ses frappes, manque de stratégie. En tout cas, il y a quelque chose qui manque. La question qu'on se pose, donc, elle est celle de savoir pourquoi les attaques américaines donnent l'impression d'une campagne sans stratégie claire. Pourquoi? Ils sont dans une campagne, mais il n'y a pas de résultat clair. Alors, le premier élément de réponse, c'est que Washington frappe en réaction aux initiatives iraniennes, selon Washington. Hein? Et Washington frappe. Et quand un navire est attaqué, frappé, Washington frappe. Donc, pendant les frappes, Washington dit viser des radars, etc. Mais est-ce que dans les viseurs de Washington, Washington voit ces radars? On a comme l'impression que Washington tire dans le hasard. Et qu'est-ce qui fait cela? C'est parce que les yeux de Washington sont brisés dans le Moyen-Orient. Figurez-vous qu'au tout début du conflit qui a démarré le 28 février 2026, juste après 2 semaines, le plus grand radar américain dans le Golfe Persique, un géant radar qu'on appelait les yeux de Washington dans le Moyen-Orient, c'était une grande machine qui était installée, je crois, je ne sais pas c'était dans quel pays là, au Qatar, oui au Qatar. Les Iraniens ont détruit ça. Ils ont commencé par cibler et détruire. À l'époque, nous avons fait une conférence ici où je vous ai dit que là, c'est terminé pour Washington. Et Washington était devenu aveugle à ce moment jusqu'à ce qu'on a vu le Royaume-Uni envoyer un avion de surveillance qui permettait de pouvoir collecter des données, qui permettait de jouer le rôle de ce radar. Or, ces avions ne peuvent pas jouer à 100% le rôle de ce radar. C'est peut-être à 5% ou 10%. Même Paris avait à l'époque envoyé des avions de surveillance pour aider Washington. Donc c'est par là que ça commence. Nous parlons de la guerre aérienne. Pour bien viser une cible et procéder à une frappe chirurgicale, il faut avoir toutes les données de géolocalisation. Mais les appareils, les machines, les armes qui aident l'Amérique à mieux cibler, l'Iran a eu à détruire. C'est pourquoi les frappes américaines sont comme des frappes en désordre. Ça tombe n'importe où. Et la solution trouvée, Washington utilise les avions de chasse. Mais les avions de chasse partent, ils restent à distance pour lancer. Donc, ces avions partent juste dans la zone, restent à distance, frapper. Ça n'arrive pas. Ça n'atteint presque rien. Alors, il faut dire, le fait que Washington frappe, quand Washington frappe, l'Iran aussi continue de menacer, c'est un rythme qui donne l'image d'une puissance qui répond aux événements au lieu de son propre calendrier stratégique. Parce que l'Iran a frappé un navire, eux aussi ils vont frapper. Donc le deuxième élément c'est ça, ils n'ont pas leur propre calendrier de guerre au Moyen-Orient. Et donc, toujours dans le deuxième élément de réponse, le nombre de cibles augmente, mais l'objectif final reste difficile à identifier. 80 cibles, 90 cibles, 140 cibles. Militairement, c'est un volume qui est très impressionnant.
Mais stratégiquement, quel est le point d'arrivée? Qu'est-ce que Washington a concrètement? Washington n'arrive pas à détruire les capacités iraniennes. Washington n'arrive pas à libérer le détroit d'Ormuz. Washington n'arrive pas à contraindre l'Iran à négocier. Washington n'empêche pas non plus les bases ou les attaques, j'allais dire, contre les bases américaines. Le régime iranien, l'Amérique n'arrive pas à l'affaiblir durablement. Donc, aucun résultat clair. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? L'Amérique manque de stratégie. Et la dernière question qui se pose, c'est est-ce que l'Iran est en train d'imposer progressivement son rythme sur le terrain? Est-ce que l'Iran est en train d'imposer sa loi? On va dire oui. La réponse est oui, pour l'instant. Parce que Téhéran est en train d'obliger Washington à disperser ses forces. Washington n'arrive pas à atteindre ses objectifs militaires, mais aussi et surtout, l'Iran pousse Washington à se replier, à diversifier ses forces. L'Iran frappe du côté du Koweït, Bahreïn, Oman, Jordanie, et puis le cœur même du problème est toujours au détroit d'Ormuz. Donc, en termes clairs, la stratégie américaine ne marche pas. Ils devront donc revoir. Mais pendant qu'ils sont en train de revoir, l'Iran est en train d'avancer. Alors, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Je vous reviens avec de nouvelles informations. Il y a quelque chose qui me choque actuellement dans les nouveaux bombardements entre Iraniens et Américains. Suivez, ils vont poser la question, ensuite on va en parler. Moi, j'en reviens pas. Comment font-ils? Comment est-ce imaginable que les États-Unis d'Amérique, le Koweït, c'est pas immense, hein, n'arrivent pas à défendre le ciel de leur allié? C'est ce qui se passe en ce moment sous nos yeux. Alors, le problème, c'est que les missiles, les rares missiles américains qui restent des Patriotes sont répartis sur énormément de cibles. Et finalement, sur des points particuliers comme le Qatar, comme Bahreïn, comme le Koweït, finalement, s'il y a un tir de saturation dans lequel ils vont envoyer plus d'une vingtaine, une trentaine de missiles en même temps, et bien une fois que tous les intercepteurs américains ont été tirés, et quand je dis américains, c'est même les systèmes qui sont en possession de ces pays-là, le temps de les recharger, eh bien vous avez des missiles qui vont continuer à passer. Et c'est ça la difficulté, c'est la capacité de saturation iranienne. Je rappelle qu'on estime qu'il restait 3000 missiles balistiques à moyenne et longue portée en Iran. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'ils sont capables d'intercepter 90-95% des premiers missiles qui vont arriver, eh bien s'il y en a trop qui arrivent en même temps, derrière ça va continuer à passer. Et c'est ce que les Iraniens ont fait depuis le début. Aujourd'hui, les Américains sont bloqués parce qu'ils n'ont pas la possibilité de protéger correctement les alliés qui aujourd'hui se font attaquer à nouveau. C'est une humiliation terrible pour les Américains. Quand on est protecteur, c'est tous ces pays sont faits des protectorats, ils payent un maximum d'argent, ils arrosent dans tous les sens pour être protégés. Et là, ils ne sont pas protégés. Ils ont des... C'est tellement choquant que même l'analyse du gamer, du joueur de jeux vidéo, en fait, je suis d'accord avec. En fait, pendant le cessez-le-feu, je me suis dit, on a vu plein d'images et tout, les Américains qui se ravitaillaient et tout, qui amenaient des renforts, les armes et tout, en sol-air pour protéger leurs protégés. Ben en fait, tu te rends compte que rien du tout. Ils ont tout emmené, ils ont tout envoyé pour protéger que Israël, mais le reste. Je me suis dit, le jour la guerre va reprendre, peut-être il faudra des semaines et des semaines à l'Iran pour pouvoir atteindre des cibles dans les pays du Golfe. En fait, même pas du tout. Ces petits bombardements, c'est des bombardounettes là, actuellement, ils arrivent à avoir surtout le Koweït, qui n'a pas compris. Arabie Saoudite, ils ont compris. Les Émirats Arabes Unis, ils ont compris. Ils ont demandé aux Américains de ne plus bombarder l'Iran depuis leur sol. Du coup, l'Iran ne les bombarde pas. C'est au Koweït. Et donc, là, dès que les missiles arrivent au Koweït, ça fait impact tout de suite. Ça veut dire que pendant le cessez-le-feu, les Américains, ils n'ont rien fait du tout. Non, mais en fait, ça me choque. Ils n'ont rien préparé. Il n'y a pas de missiles sol-air. Il n'y a pas de missiles pour protéger leurs partenaires. Ça passe tout de suite. Ça passe tout de suite. Comment c'est possible? En fait, je réfléchis, j'arrive pas à comprendre. Du coup, là, les Iraniens, eux, ils en profitent. Et les Koweïtis, ils vont regretter leur décision. Ils ont même, je crois, hier ou avant-hier, envoyé des missiles par leur propre décision en Iran. Mais ils vont payer le prix cher. Parce que les cibles que les Iraniens peuvent viser, c'est plus maintenant divers. C'est pas diversifié. Ils ne peuvent plus bombarder les Émirats Arabes Unis. Ils ne peuvent plus bombarder l'Arabie Saoudite. Il y a tout maintenant qui est concentré sur le Koweït. Il y a aussi un peu Bahreïn. Et ils n'ont pas de protection.
Les Américains sont censés les protéger. La plus grande puissance au monde. Ils n'y arrivent pas. Malgré le cessez-le-feu, rien n'a été préparé. Je radote parce que je comprends rien. L'Arabie Saoudite frappée de toutes parts par les Yéménites, mes amis. Ce que vous voyez ici, c'est un nuage de fumée au-dessus d'un aéroport international. La phase d'accalmie entre les Yéménites et l'Arabie Saoudite, c'est terminé, mes amis. Et j'ai envie de vous dire, c'est de la faute des Saoudiens. Il faut quand même rappeler que tout ça a commencé le 13 juillet, mes amis, hier, lorsque les Saoudiens ont commencé à frapper plusieurs aéroports au Yémen, notamment celui de Sanaa, et tout ça pour liquider un avion yéménite. Enfin, plus précisément, c'était un avion iranien mis à la disposition des Yéménites. Et depuis, les Houthis du Yémen ont décidé de frapper très durement l'Arabie Saoudite. Premièrement, l'aéroport international de Abha, mais aussi la base aérienne King Khalid, mes amis. Alors, très clairement, il faut dire les choses. Les Saoudiens ont cherché et aujourd'hui, les Yéménites répliquent. Rappelons que les Houthis du Yémen sont considérés par la plupart des pays du monde comme un groupe terreau et désormais, ils ont des communiqués comme celui-ci où ils préviennent les compagnies aériennes de ne pas passer au-dessus de l'espace aérien saoudien à leurs risques et périls. Alors, mes amis, si vous avez un voyage par là-bas, faites attention. D'autant que cette frappe, mes amis, elle est à quelques kilomètres de Jeddah. Lieu quand même assez touristique. Bon courage à ceux qui vont survivre. Donald Trump demande un remboursement aux pays arabes qui le soutiennent, aux pays arabes alliés à lui, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar. Mes amis, l'heure du remboursement a sonné parce qu'il estime qu'il protège les pays arabes et qu'il assure la défense du détroit d'Ormuz. Est-ce que Donald Trump a résolu la situation de l'Iran? Est-ce que Donald Trump, mes amis, les États-Unis ont gagné cette guerre en Iran pour demander maintenant le remboursement? C'est une information qui vient de tomber. Donald Trump veut désormais sa part du gâteau, même si les résultats peut-être ne sont pas satisfaisants, mais il veut vraiment sa part du gâteau. Donald Trump, par ses propres thèmes, déclare que l'Amérique sera remboursée par des pays du Moyen-Orient riches en pétrole comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis pour la défense du détroit d'Ormuz. Je veux être remboursé parce que nous protégeons une portion très riche du monde, nous dépensons de l'argent et ce que nous avons fait, c'est que nous allons être remboursés pour cette protection. Donald Trump a osé. Est-ce que les pays arabes vont se rendre compte que les Américains ne sont pas réellement leurs alliés? L'allié qui se comporte ainsi, c'est incroyable. Est-ce que les pays arabes vont comprendre que les États-Unis n'ont que pour alliés, de manière subordonnée, je peux le dire, ou soit à la soumission totale? C'est incroyable tout ce qui est en train de se passer. Donald Trump est venu au pouvoir et montre ainsi le vrai visage de l'Amérique. Est-ce que réellement c'est la politique de Donald Trump ou la politique intérieure, bien évidemment, des États-Unis qui montre le vrai visage?